Très bien, alors on va peut-être commencer. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent d'arriver, ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là à l'atelier précédent. Bon, je ne vais pas présenter notre intervenant sur ce débat. Je pense que tout le monde connaît André Chassaigne, qui est le président de notre groupe à l'Assemblée nationale, qui est aussi le président du groupe d'amitié avec Cuba au niveau de l'Assemblée nationale et qui est un très grand ami de Cuba depuis maintenant des années et des années. André a décidé d'écrire un livre, il va nous en parler, sur Cuba, qui vient d'être publié et qui sera disponible à la fête de l'UMA, mais aussi ici où il le dédicace. D'ailleurs, ça me brise un peu le cœur, je voulais être la première à qui il dédicace son livre, et d'autres camarades ont été plus rapides que moi. mais en tout cas, je vous invite à acheter ce livre, parce que je vais laisser la parole à André, mais on y reviendra après. Nous avons décidé au dernier congrès, et suite au voyage de Fabien en décembre dernier à Cuba, de lancer une grande campagne politique et de solidarité concrète avec Cuba. Et donc on pourra revenir là-dessus. Je crois que ce livre est un outil précieux pour les camarades, tant en termes d'argumentaire que l'on peut avoir par rapport à Cuba et aux différentes questions qui nous sont souvent posées en termes de démocratie, de réalité du blocus, etc., mais aussi un livre pédagogique de formation sur l'histoire de la révolution cubaine et de ce qu'elle signifie pour les peuples opprimés dans le monde, et notamment pour les peuples du Sud, et je ne pense pas qu'à l'Amérique latine. Donc on va revenir là-dessus, juste pour vous dire aussi que nous avons décidé et je vais en reparler plus tard, mais de l'organisation de cette campagne, d'un groupe d'organisation de cette campagne, et chaque fédération est invitée à nommer un référent pour cette campagne Cuba, pour pouvoir concrètement faire vivre celle-ci en termes de collecte de fonds et de matériel notamment, mais aussi en termes politiques. Donc on y reviendra après. Je laisse d'abord la parole à André, et puis l'objectif étant d'avoir évidemment un débat avec la salle après. Merci Charlotte. Bon, effectivement, je viens pas de découvrir, mais de découvrir le livre imprimé, puisque je l'ai entre les mains depuis une demi-heure. Il sort de l'imprimerie. Pour moi, ça a été une année de travail extrêmement laborieuse, il faut le dire, compte tenu de toutes les autres charges que j'ai pu avoir. C'est des week-ends, j'ai voulu absolument tout écrire tout seul. Et ça m'a demandé un investissement au point que j'en aurais pété la tête, quoi. Bon, je suis arrivé au bout quand même. Or, 2 mots seulement sur le livre. Après, je m'attacherai à un thème seulement, parce que c'est compliqué de tout traiter, puis il y aura des questions qui viendront. Ce livre, en fait, j'ai eu un déclic. L'an dernier, c'était je crois que c'était au mois de juillet, un reportage à la télé sur Cuba, où, dans l'introduction du reportage, il était dit comme ça, qu'il y avait un blocus, un embargo, mais sans plus. Et puis après, un reportage qui était très dur, sur la réalité de la vie des Cubains en ce moment, au point d'ailleurs que j'y suis allé pour 3 jours, parce que je ne pouvais pas faire plus au mois de février, pour voir si ça correspondait bien à ce qui existait et ce qui est vrai. Et j'ai connu depuis 4-5 ans, la dernière fois, il y a 3 ans ou 4 ans, une dégradation considérable. Donc je me suis dit, il y a urgence à expliquer les choses. Expliquer les choses non seulement pour comprendre, je dis pour justifier, c'est même pas le mot justifier, mais pour comprendre, mais avant tout, expliquer les choses pour dire que c'est une honte que nous ne fassions pas plus. J'avais lu je le cite d'ailleurs dans mon ouvrage, dans un article de l'UMA du 1er février 2022, j'ai retrouvé la citation, parce que je suis un conservateur de citations. C'était Pierre Lebret, politologue spécialiste d'Amérique latine, qui avait ces mots: « La honte, voilà ce qui devrait envahir les responsables politiques qui ne font rien pour empêcher ce blocus de l'injustice. » Et on découvre aujourd'hui, en plus, c'est un échange que j'ai eu une semaine après avoir vu le reportage, avec des gens de ma famille avec qui je mangeais, et bien ils croyaient qu'il n'y avait plus le blocus. Mais c'est incroyable. Ils en étaient restés
aux avancées qu'il y a eu avec Obama, en occultant complètement que non seulement il y avait toujours le blocus, mais que ce blocus avait été considérablement renforcé au point, selon moi, de mettre en péril, si on ne réagit pas, la révolution cubaine. Or, cette révolution cubaine, et je commence là aussi par une citation qui est celle de Jean-Paul Sartre, qui disait en 1960 « Je viens chercher à Cuba la preuve que nous avons encore une chance. » La preuve que nous avons encore une chance. C'est-à-dire la preuve, selon moi, l'analyse que j'en fais, que nous pouvons, qu'il est possible encore par ce monde de construire une société socialiste, allant vers le communisme, une société socialiste, alors que tout est fait aujourd'hui pour que justement on considère que la tâche est impossible. Je cite aussi Jean Jaurès dans un éditorial de l'UMA qui explique cette idée. Il dit, ça c'était en 1906, est-ce que l'histoire aurait fait le vœu de s'arrêter, de s'immobiliser à jamais dans la forme capitaliste et de n'aller point au-delà? Eh bien voilà. L'avenir de Cuba, c'est aussi ça. Et si on doit comprendre le blocus américain, il y a plusieurs explications que je donne dans le livre. Je ne les hiérarchise pas, mais il y a plusieurs explications qui justifient ce qui se passe, bien que ce blocus apparaît aujourd'hui de plus en plus d'une immense absurdité, mais au-delà de l'absurdité, au-delà même, je pense, du côté contre-productif que ça peut avoir pour les États-Unis, notamment dans les relations qui peuvent être développées avec d'autres pays du monde, avec notamment le développement des BRICS au niveau planétaire. Malgré cela, ce blocus qui s'était élargi, disons, débloqué pour partie seulement avec Obama, qui a été aggravé ensuite par Trump, est maintenu aujourd'hui tel qu'il est par Biden. Les explications, selon moi, c'est premièrement, justement ce que je venais de dire, ce qui peut apparaître dans cette phrase de Sartre, c'est-à-dire le rejet, la condamnation définitive de l'hypothèse communiste. C'est d'abord en tuant la révolution cubaine, par le blocus dont l'objectif est de déstabiliser Cuba et de faire en sorte que le peuple qui est dans la pauvreté se retourne contre son gouvernement et renie la révolution. L'objectif, c'est d'affamer et se dire il n'est pas possible d'avoir un régime socialiste qui puisse faire vivre un peuple. Et que partout dans le monde où il y a un tel régime, on court à la catastrophe. Si Cuba réussit, parce que la révolution est toujours en cours, si Cuba réussit, c'est justement, et c'est aussi le titre du livre, ça sera une étoile, l'étoile dans la nuit. L'étoile est aujourd'hui dans la nuit. Cette étoile, elle doit rayonner et elle sera, et elle est déjà un exemple pour de nombreux peuples, en particulier avec les États d'Amérique latine, mais aussi avec les États d'Afrique. Il y a une admiration, une attente en même temps de la réussite de la révolution cubaine dans des dizaines et des dizaines de peuples par le monde. Et c'est pour ça que l'avenir de nombreux peuples en termes de transformation de la société est intimement lié à la réussite de la révolution cubaine. Ça, c'est la première raison. Et pour moi, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais en tout cas, c'est la première raison. La deuxième, que j'explique avec beaucoup de détails dans le livre, c'est l'histoire. C'est l'histoire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Cuba et comprendre la politique qui est conduite par les États-Unis sans faire un retour sur l'histoire et sur les visées américaines. Il faut remonter pour cela au début du XIXe siècle, avec, je citerai d'ailleurs 3 présidents de la République, 3 présidents des États-Unis successifs. Le premier,
c'est en 1805, c'est Thomas Jefferson qui a relayé une théorie qui avait été développée par John Quincy Adams, c'est la théorie du fruit mûr, qui consiste à dire, un jour ou l'autre, Cuba tombera, et Cuba tombera dans l'escarcelle des États-Unis. Et tout le 19e siècle, le 20e siècle, et c'est toujours valable aujourd'hui, est une volonté des États-Unis de mettre la main sur Cuba. Peut-être pas, aujourd'hui c'est sans doute trop tard, par l'assimilation, mais en tout cas d'avoir un État satellite, comme d'autres, qui serait aux ordres des États-Unis. À la suite de Thomas Jefferson, donc en 1805, sur la théorie du fruit mûr, j'insiste, j'en parle beaucoup dans le livre, il y a la théorie de la doctrine Monroe de 1823, qui considère, c'est le concept de backyard, arrière-cour, qui considère que les Caraïbes et tous les États qui sont périmètres, qui sont des entités près des États-Unis, eh ben, sont l'arrière-cour des États-Unis. C'est, on peut dire, une conception de l'impérialisme américain de proximité. C'est une obsession des États-Unis, cette doctrine Monroe de 1823, et qui confortait la théorie du fruit mûr qui avait été relayée par Thomas Jefferson. Troisième que je cite, c'est Theodore Roosevelt. Plus tard, en 1901 et 1909, qui a conforté cette doctrine Monroe avec ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt, qui renforce le droit d'intervention des États-Unis en leur octroyant, pour la première fois dans l'histoire, un pouvoir de police internationale. C'est le début du droit d'ingérence. Et ce droit d'ingérence, qui a été considéré comme une évidence pour Cuba, a pris une proportion planétaire. On le voit avec de multiples interventions des États-Unis qu'il y a pu avoir durant tout le XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et ça s'est traduit dans l'histoire, d'ailleurs, sans être trop long. Quand il y a eu les Espagnols ont dû renoncer à Cuba, ça avait été précédé de propositions d'achat par les États-Unis. Plusieurs présidents des États-Unis, ils avaient proposé, par exemple, c'était en 1849, d'acheter Cuba aux Espagnols pour 100 millions de dollars. Plus tard, le président Franklin Pierre, ça proposait 30 milliards de plus. 30 millions de plus, c'était 1 million, excusez-moi, 100 millions de dollars, 30 millions de plus. Donc il y a eu la volonté d'acheter aux Espagnols. Ensuite, il y a eu le traité de Paris, où il n'est pas question d'indépendance, mais à la suite duquel les États-Unis assurent la domination de Cuba, y compris avec un gouvernement militaire pendant 3 ans, dès que les Espagnols ont été obligés de déguerpir. Ensuite, par des présidents, notamment le premier président de Cuba était de citoyenneté américaine. Ensuite, une deuxième occupation entre 1906 et 1908. Ensuite, la tentative de maintenir la domination sur Cuba avec des dictateurs, je détaille tout ça dans l'ouvrage, avec notamment Machado, qui avait été élu avec le soutien du peuple et qui est devenu un véritable dictateur sanguinaire entre 1925 et 1933. Puis, alors qu'il avait été dans un premier temps président, Batista élu, y compris par le peuple cubain, il est parti aux États-Unis et il est revenu en 1952 pour établir une pire des dictatures avec le banditisme, avec tout ce qu'il y avait de pire dans ce régime, avec El Capone qui avait place sur rue, avec l'hôtel d'ailleurs où on se loge quelquefois, où résidait El Capone, l'hôtel national, avec un régime sanguinaire qui, deux successifs, celui de Machado et puis quelques années après celui de Batista, qui avait pour objectif de faire en sorte que, de fait, l'île de Cuba soit véritablement une annexe des États-Unis. C'est deux d'abord idées. D'abord, refuser l'hypothèse communiste. Deuxièmement, toute une histoire. Et troisièmement, il y a bien évidemment les intérêts économiques. Les intérêts économiques qui aujourd'hui justifient aussi considérablement le blocus,
c'est qu'ils considèrent qu'avec le blocus, bien sûr, on tue la révolution cubaine, mais surtout, aussi, il ne suffit pas d'avoir un simple embargo ou un simple blocus des États-Unis sur Cuba, faut en faire une affaire planétaire. Et c'est toute l'extraterritorialité de ce blocus américain que j'essaie d'analyser de deux façons. Tout d'abord avec l'historique. Avec l'historique, tout ça, bon, j'ai fait une recherche, j'ai fait faire une recherche sur des colloques qui ont eu lieu, sur les différents textes qui ont été votés par les États-Unis. Tout ça, ça apparaît dans un chapitre du livre. Je retiens trois textes, trois lois qui sont des lois américaines, mais il y en a une dizaine, voire plus. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on prend le clou, on tape, et on n'arrête pas de taper pour renforcer le blocus. Et le premier, je l'ai découvert, d'ailleurs, ça m'a assez époustouflé, parce que je ne tourne mes pages, que je l'ai mis à quelque part. Je ne retiens pas les dates et les noms précis. Après, si je retrouve... en fait, ils ont mis en application, en avril 1960, ça allait vite, hein, ils ont mis en application, ça fait sourire, mais ça ne devrait pas, une loi du commerce avec l'ennemi de 1917. Cette loi avait été votée à la suite de la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale, aux côtés des Alliés. Et cette loi, elle habilite le chef du pouvoir exécutif à appliquer des sanctions économiques en temps de guerre ou en n'importe quelle autre période d'urgence nationale, à prohiber le commerce avec l'ennemi ou des alliés du dit ennemi pendant des conflits militaires. Et cette loi, TWEA, en fait, c'est, dès 1960, sortir une décision de 1917 et l'appliquer à Cuba comme s'il y avait une guerre avec Cuba. Alors jamais il y a eu une guerre déclarée ouverte avec Cuba. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Ça a été la première chose. Et ensuite, une multitude de textes qui renforcent le blocus. Le premier, enfin pas le premier, celui qui a été peut-être le plus important, et encore, il y en a deux qui sont extrêmement importants. Il y a ce que l'on appelle la loi Torricelli de 1992. Pourquoi en 1992 ? Parce que, à partir de 1990, Cuba s'est trouvée toute seule. Cuba a été lâchée. Il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu le retrait de l'Union soviétique, il y a eu une crise terrible avec ce qu'on appelait la période spéciale en temps de paix, avec une baisse de 39%, les chiffres du PIB, c'est ce que Castro cite comme chiffre, 39% de baisse du PIB, avec une résistance incroyable du peuple cubain, un courage, une volonté de se battre, et aussi ce qui s'était construit au cours du siècle précédent en termes d'attachement à la souveraineté nationale, en termes de lutte contre le colonialisme, en termes de ce que portait José Martí en particulier par rapport à l'indépendance de Cuba, avec de grandes valeurs éthiques. Eh bien, Cuba résistait. Et en 92, ça a été une volonté des États-Unis de donner le coup fatal, 2 ans après, en disant c'est pas possible, cette fois, on va tuer la bête. Et c'est cette loi Torricelli qui, notamment, j'ai cité seulement quelques exemples, qui montrent à quel point ça peut aller loin. C'est l'interdiction aux sociétés états-uniennes qui sont, y compris, qui sont dans des États, dans des États tiers que les États-Unis, de faire du commerce avec Cuba. Avec quand même une définition. Ça concerne toutes les entreprises ou toutes les banques qui ont des produits, y compris financiers, composés à plus de 10% d'éléments états-uniens. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter au niveau mondial. À partir de là, toutes ces entreprises qui ont plus de 10% de composants états-uniens, eh bien, sont interdites de faire du commerce avec Cuba. Un cargo qui décharge sa cargaison à Cuba
ne doit pas aller sur un port américain pendant 6 mois. Pour ceux qui s'intéressent un peu au fret, voyez quelles conséquences ça peut avoir. Et je cite là ces 2 exemples qui sont sans doute parmi les plus rares et qui s'accompagnent donc, puisque c'est la législation américaine, de la possibilité de poursuivre en justice tous ceux qui dérogent. Au début, certains ont pu passer à travers, et puis il y a eu des amendes terribles qui sont tombées. On connaît tous BNP Paribas, qui ne concernait pas seulement Cuba, c'est aussi le commerce avec le Yémen et avec l'Iran d'ailleurs. C'était 9,2 milliards d'euros. Le Crédit Agricole, c'est 750 millions d'euros. Sans compter les entreprises, je cite les chiffres dans le livre, qui ont été aussi soit soumises à payer les amendes, soit d'être intégrées par des entreprises achetées. C'était le cas d'Alstom, la partie nucléaire d'Alstom, par l'Amérique. Tout ça, c'était du chantage en même temps. Ça, c'était la loi Torricelli, qui a été... c'est une loi que je qualifie de criminelle. Ensuite, comme ça ne devait pas suffire, en 1996, il y a eu la fameuse loi Helms-Burton. Cette loi Helms-Burton de 1996, elle supprime, elle aggrave la situation, notamment, tout ça, il y a plusieurs articles dans cette loi, elle sanctionne, elle renforce les sanctions, elle codifie vraiment tout pour que rien ne passe à travers, elle exige que toute aide économique apportée à Cuba soit liée à un changement de régime, à l'implantation de ce qu'ils appellent un régime démocratique, et surtout, elle permet de poursuivre devant les tribunaux toutes les entreprises qui seraient installées sur des sites nationalisés par la Révolution. Sites nationalisés par la Révolution, le droit international permet à n'importe quel État de nationaliser des biens qui appartiennent à ses citoyens. N'importe quel État a le droit de nationaliser. Par contre, et ce qui avait été le cas, on peut avoir un dédommagement, on donne un dédommagement aux entreprises extérieures. Ça avait été fait. Les seuls qui avaient refusé, c'était les États-Unis. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que des milliers, des dizaines, voire centaines de milliers de citoyens cubains qui sont partis aux États-Unis, qui sont exilés aux États-Unis, qui sont devenus ensuite citoyens américains, ne sont pas, par rapport à la perte des biens qui avaient été nationalisés, considérés comme des citoyens cubains, mais sont considérés comme des citoyens américains et sont poursuivis et poursuivent tous ceux qui utilisent ces biens nationalisés parce qu'il n'y a pas eu indemnisation. Et là, ça avait été suspendu pendant des années. Un article de cette loi avait été suspendu, a été remis par Trump en 2019, c'est ça. Et alors là, ça crée une catastrophe totale. Une catastrophe totale. Aucune banque française, on me cite de nombreux exemples, ne permet d'envoyer de l'argent à Cuba. Je suis sûr que parmi vous, tous les amis de Cuba, tous ceux qui ont fait des voyages à Cuba étaient confrontés à ce problème. Des accords internationaux qui avaient été conclus ont été annulés. Je prendrai 2 exemples. Aéroport de Paris, qui devait travailler à la réhabilitation de l'aéroport de La Havane, s'est retiré, tout simplement parce qu'il y a une partie de l'aéroport qui a dû être nationalisée et qui devait appartenir peut-être à des citoyens cubains ou devenus américains, donc ils se sont retirés. La SNCF, qui avait un projet portant d'une part sur la remise en état des locomotives et la remise en état des rames, des wagons aussi, a dû se retirer. C'est des retraités de la SNCF qui ont pris le relais, qui apportent une aide, avec l'aide d'ailleurs du syndicat CGT Cheminot, notre syndicat CGT Cheminot, qui apporte une aide à la réhabilitation du ferroviaire cubain. Et tout ça, les conséquences, j'en cite, mais je les répartis parce que j'en ai pas pu faire un gros morceau, pratiquement dans tous les chapitres. Mais il faut bien comprendre, à Cuba aujourd'hui, on ne trouve plus de pièces de rechange. Il n'y a pratiquement plus de locomotives. Il doit y avoir... l'autre jour, je discutais avec le responsable de la petite société là, qui intervient à Cuba pour remettre des locomotives sur pied. Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 locomotives qui fonctionnent. Il y en a 72 qui sont à l'arrêt. Donc il faut récupérer les pièces
de celles qui sont à l'arrêt pour remettre en état, il faut essayer d'obtenir des importations, mais c'est catastrophique. Les wagons, c'est pareil. Le chemin de fer s'est complètement détérioré. Il doit y avoir il y avait 5 lignes, mais il y en a une, on répartit sur 5 jours, en quelque sorte, mais c'est catastrophique. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits au niveau de l'agriculture cubaine. Mais des progrès, je veux dire, en termes d'agroécologie, qui sont considérables, qui fait que l'agriculture cubaine est un exemple au niveau mondial, mais c'est quand même une catastrophe au niveau alimentaire. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne peut pas transporter. On ne peut pas transporter. Donc vous avez des récoltes qui pourrissent sur place. On ne peut pas avoir de site de conservation, parce que tout ça, il faut de l'électricité. Il faut avoir les moyens d'avoir des sites de conservation. Donc d'une part, il y a une production qui a quand même chuté assez massivement, mais une production que je qualifie d'éthique, mais qui doit évoluer, bien évidemment. Mais il n'y a pas les moyens de faire le lien entre la production alimentaire et l'alimentation de la population. Ceux qui vont à Cuba s'en rendent compte. Moi, les 3 jours que j'ai passés au mois de février, j'étais effaré, il n'y avait rien sur les rayons. Il n'y avait rien sur les rayons. Je me disais, est-ce que je passe à la mauvaise heure ? Je pense la Libertà notamment, ou le Libertà, par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a 3 ou 4 ans, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On est dans une situation qui est absolument extrême. Les hôtels, beaucoup ne peuvent pas plus fonctionner parce qu'il y a des coupures d'électricité régulièrement. Il n'y a pas les pièces, là aussi, pour réparer les centrales. Quand vous avez il y a le blocus qui concerne les bateaux de pétrole. Non, mais il y a des bateaux vénézuéliens qui avaient été arrêtés avec interdiction de venir à Cuba. Il y a une situation que je ne dis pas que j'ai découverte, mais que j'imaginais pas dans la gravité qu'elle est. Et c'est pour ça que, moi je le dis avec passion, là, ce livre, j'essaie d'expliquer tout ça, parce que je pense que nous-mêmes, à l'exception de quelques amis de Cuba qui vont régulièrement à Cuba, qui sont vraiment, qui connaissent la situation de l'intérieur pour y faire plusieurs séjours par an quelquefois, mais nous-mêmes, moi-même, je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Donc il y a urgence. Je traite aussi dans le livre, après je vais arrêter, parce que l'urgence, il faut qu'on ouvre sur le... Quelle heure il est ? J'ai trop parlé. Je traite aussi dans le livre un sujet que j'ai tenu à traiter. C'est le sujet de la démocratie. Alors ça va faire grincer. Ça fera sans doute grincer. Mais j'ai voulu prendre à bras-le-corps le sujet de la démocratie. Parce que j'avais écrit il y a 2 ou 3 ans un article sur cette guerre sans nom des États-Unis contre Cuba, parce que je considère que c'est une guerre, je le développe là aussi, c'est une vraie guerre. C'est une guerre qui est une guerre économique, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre qui touche tous les domaines, qui transpire dans tous les domaines de la société, sauf qu'elle n'a pas d'armes. Mais c'est une guerre. Et à l'époque, j'avais traité ce sujet dans un article que j'avais écrit, et l'ancien ambassadeur de France à Cuba m'a dit « Oui, André, c'est bien ton article, mais tu oublies une chose, c'est qu'il y a le parti unique. » Donc j'ai dit « Il faut traiter la question de la démocratie. » Mais je ne l'ai pas traité dans un unique chapitre où je parle de la démocratie cubaine, avec humilité en plus, ayant toujours un regard d'une très grande humilité sur ce qui se passe comme à Cuba, jamais en donneur de leçons. Parce qu'on ne peut pas porter des jugements, des appréciations, d'une part sans tenir compte le contexte et sans le placer dans le processus historique. Beaucoup d'humilité. Soyons attentifs à ne pas être donneurs de leçons, y compris, soyons très attentifs, certes aux questions des droits de l'homme, mais aussi de comprendre pourquoi les questions se posent de cette façon-là. Mais j'ai traité de Cuba, donc la démocratie à Cuba. D'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses aussi. Je pourrais en parler pendant des heures. Enfin, par exemple, le code de la famille, qui a été discuté par toute la population, qui avait été rejeté dans un premier temps dans le cadre du référendum sur la Constitution, et qui aboutit en fait à un code de la famille extraordinaire, avec un des plus avancés, le plus avancé d'Amérique latine, certes, mais un des plus avancés aussi au niveau planétaire, je pense. Mais tout ça discuté pendant des milliers de réunions, et ensuite soumis à référendum
Pareil pour la Constitution. Bon, c'est-à-dire la démocratie, il faut la prendre dans toute sa largeur. Et aussi, il y a le scrutin électoral que j'explique, ou du moins que je fais expliquer par un ami qui avait travaillé là-dessus, qui avait très bien bossé là-dessus, que je reprends ses propos, bien sûr, entre guillemets. C'est Jean Kerb, un ancien député européen, qui a beaucoup réfléchi à la démocratie cubaine, qui est en Gironde. Donc j'ai repris un article aussi qu'il avait écrit là-dessus. Mais j'ai fait un deuxième chapitre, c'est sur la démocratie politiquement correcte. Parce que la démocratie politiquement correcte, c'est-à-dire la nôtre, ou celle qui s'est mise en place en Amérique latine, il faut aussi qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ce qui se passe en France en termes de démocratie. Il faut qu'on voit les dérives qu'il peut y avoir d'un régime autocratique, et qui aboutit à ce que j'appelle une démocrature. C'est ça. Il faut aussi parler de tout ça. Et parler de ce que représente la démocratie politiquement correcte, notamment en Amérique latine, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. J'ai cité 2 exemples. C'est le Brésil et le Pérou, par exemple. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. C'est-à-dire, ne craignons pas de faire la vérité sur la mise en œuvre de ce qu'on considère comme étant la seule démocratie universellement acceptable. C'est la démocratie bourgeoise telle qu'on la conçoit nous. Essayons de réfléchir au fait qu'il peut y avoir aussi d'autres formes de démocratie. Je termine. Et il y a une citation que j'aurais voulu mettre dans mon livre, mais elle m'a été formulée trop tard. Dans mon petit village Saint-Amaroche-Savine, tous les ans, fin juillet, il y a un festival, c'est le festival de la compagnie Jolimôme. Festival de théâtre de la compagnie Jolimôme, où je me frotte à tout ce qu'il peut y avoir de gauchiste ou de radical, enfin, mais c'est passionnant. Et il y a eu une conférence de Monique Poinçon-Charlot, qui a conclu, elle est restée extraordinaire après ce qu'elle a vécu, qu'elle est veuve depuis quelques mois seulement. Elle est encore plus âgée que moi, c'est pour dire. Elle est restée debout pendant presque 1h30 à nous faire... Il y avait 500 personnes sur la place du village. Une conférence exceptionnelle. Exceptionnelle. Et elle parlait bien sûr des riches, elle parlait du capitalisme. Et elle a terminé... en posant cette question avec une forme d'ironie, je ne la reprends pas pour moi, mais elle a dit est-ce que la pensée unique, c'est pas pire que le parti unique? C'est pas pour autant que je vais revenir au parti unique. Merci beaucoup André. Je dois dire que déjà c'est un petit peu compliqué d'intervenir après toi. Mais je dois dire aussi que ce que tu viens de dire est absolument passionnant et ton livre est passionnant pour l'avoir lu. Ton livre est absolument passionnant et nécessaire, je crois. Et je vais le dire avec un petit peu d'émotion. Moi, j'ai, à titre personnel, adhéré au Parti communiste français, au communisme, en allant à Cuba pour la première fois. Et j'étais assez jeune à l'époque, j'étais même enfant, et c'est la première fois où quelque chose a fait tilt dans ma tête et où je me suis dit mais l'homme n'est pas forcément égoïste par nature, c'est la société qui fait l'homme et on peut vivre dans une autre société, un autre monde est possible. Et c'est ce que tu dis très bien dans ton bouquin et que tu viens de dire dans ton exposé. J'ai beaucoup regretté pendant des années, et je crois que je ne suis pas la seule communiste, le fait que le Parti communiste français avait un petit peu déserté le terrain de la solidarité avec Cuba, alors même que nous sommes la première organisation au niveau, une des premières au niveau international à avoir fait preuve de solidarité très tôt après la Révolution. Pour être tout à fait honnête, les jeunes communistes nous ont devancés, les jeunes communistes sont toujours à l'avant-garde, et ça a été une des premières organisations au niveau mondial à faire preuve de solidarité. Et le retrait du Parti communiste de cette solidarité avec Cuba dans une moindre mesure, parce qu'évidemment beaucoup de camarades ont continué à s'y investir, a, je crois, laissé un grand vide en France, et dans la bataille idéologique et dans la bataille concrète, même si évidemment des camarades et des associations se sont toujours battus pied à pied pour faire vivre cette solidarité. Et le fait que Fabien et le Parti communiste dans son ensemble, lors de notre dernier congrès, a décidé de passer la seconde et d'être de nouveau à l'initiative d'une grande campagne politique et de solidarité, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, et pour les Cubains,
C'est la première chose. Et l'internationalisme, c'est pas une valeur creuse, c'est vraiment une des bases de notre engagement politique. Et aussi pour nous, en France, je crois, pour reconstruire notre organisation, parce que s'il n'y a pas de modèle, évidemment, il ne s'agit pas de dire ce qui se passe à Cuba, on doit le calquer en France. D'ailleurs, Cuba ne s'est jamais targué d'être un modèle. Je pense que c'est une campagne qui n'est pas une campagne secondaire ou une campagne minime, et je pense même que c'est quelque chose qui peut toucher très fortement les gens. Aujourd'hui, Cuba, tu as beaucoup parlé du blocus, et avec raison, les Cubains nous disent que c'est la période la plus difficile après la période spéciale. Certains nous disent même que c'est plus difficile que pendant la période spéciale aujourd'hui, parce que il y a une crise en même temps politique qui vient s'ajouter, des débats beaucoup plus grands dans la société, avec aujourd'hui une seconde génération qui est arrivée à la tête de l'État, qui ne sont plus les historiques de la Révolution, et les Cubains sont très demandeurs de débats aussi et d'échanges avec nous, mais je pense aussi que pour nous, c'est une manière de renforcer le parti pour 2 points. Ce que tu as développé, je ne vais pas revenir dessus, la bataille idéologique, dire une alternative est possible. C'est possible de construire encore aujourd'hui une société socialiste à l'image d'un pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe énormément de coopération en réalité entre Cuba et le reste du monde, y compris en France. Et des coopérations médicales. Je crois qu'on l'a beaucoup vu pendant la pandémie, avec la brigade Henry Reeves notamment, qui s'est déplacée en Europe et notamment en Italie, mais y compris aujourd'hui avec les Antilles françaises, par exemple, y compris en France, il y a des coopérations médicales très fortes qui existent avec les Cubains, et il y a d'autres types de coopérations qui font que on parle de solidarité concrète, et y compris avec des secteurs de la société qu'en tant que militant, on va pas forcément aller toucher en priorité. On a fort l'habitude de travailler avec les syndicats, c'est normal, c'est notre rôle, mais on va souvent peu voir les organisations professionnelles de santé, et or, ça fait aujourd'hui partie des organisations qui bossent beaucoup avec Cuba. Je ne développe pas sur le volet culturel, parce que je pense que tout le monde a en tête la salsa, la musique cubaine, et les échanges économiques aussi qu'on peut avoir, et je développe pas sur le mojito et le rhum cubain et le Havana Club, mais qui a aussi une histoire politique. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Chassaigne, et vous l'aurez dans la préface faite par Fabien. Mais je pense que ça fait partie très concrètement dans la bataille qu'on va mener aussi des choses qu'il va falloir qu'on fasse. Aller élargir un maximum les gens qu'on veut aller toucher et les impliquer dans cette campagne pour Cuba. Et André l'a dit, mais je le répète, on n'a aucune idée du rôle et du poids que Cuba continue à jouer à l'international et dans les enceintes multilatérales. Depuis janvier 2023, Cuba est à la présidence du G77, qui regroupe 134 pays au sein des Nations Unies. C'est le plus grand regroupement de pays, c'est un petit peu l'héritier du mouvement des non-alignés. Et Cuba a pris cette présidence sur la base de la réalisation des objectifs de développement durable, d'éradication de la pauvreté, d'éradication de l'analphabétisme, d'égalité entre les hommes et les femmes, de mise en place d'un certain nombre de services publics essentiels, notamment sur l'eau. Et je crois que ces objectifs nous posent aussi question en France quand on cherche des alternatives au niveau national et au niveau international. Ne pas traiter de Cuba et ne pas comprendre le rôle que Cuba a joué en Amérique latine, dans y compris tout le virage de gauche qu'on revoit aujourd'hui, qu'il y a eu au début des années 2000 et aujourd'hui, même de gauche modérée, on va dire, mais tous les latino-américains le diront, s'il n'y avait pas eu un pays qui a résisté depuis 1959 à l'impérialisme américain sur le continent, jamais il n'y aurait pu y avoir d'alternative de gauche en Amérique latine. Et je ne vais pas non plus largement développer sur l'Afrique, mais il faut savoir que la première mission que Cuba a envoyée au niveau international, c'était en 1961, en plein pendant la guerre d'Algérie. Et c'était une mission d'aide militaire à l'indépendance du peuple algérien vis-à-vis de la puissance coloniale française. Je crois que là encore, on a une histoire commune de lutte pour la libération des peuples opprimés. Et je ne développe pas sur la plus grande mission que Cuba a connue au niveau international, qui est celle de l'Angola, qui a permis la libération de l'Angola par ricochet de la Namibie et porté un coup fatal à l'apartheid en Afrique du Sud. Cuba a joué un rôle essentiel là-dedans. Et cette histoire explique... Merci. Cette histoire explique aujourd'hui le poids de Cuba au niveau international. Petite anecdote également, qui est un sujet qui n'a jamais été étudié. Lorsqu'il y a eu la guerre du Vietnam, Cuba avait affrété un bateau d'aide au Chili
contre la dictature de Pinochet au moment où Pinochet allait prendre le pouvoir. Et Allende a refusé le bateau de livraison d'armes. Ce bateau est allé directement au Vietnam, avec une aide militaire qui a été ensuite donnée, même si les Vietnamiens n'ont pas encore ouvert leurs archives. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que l'internationalisme, c'est quelque chose de très concret. Et aujourd'hui, les Cubains demandent notre aide et demandent notre solidarité. Ils ne demandent pas la charité, c'est un peuple qui est très digne et qui a fait preuve de sa dignité, mais ils demandent d'être respectés sur le plan international. Et André disait, on n'est pas là pour donner des leçons. Les Cubains n'ont jamais donné de leçons à personne. Pourtant, ils ont fait la révolution. Je pense qu'ils auraient pu se permettre parfois de donner des leçons. Ils ne l'ont jamais fait. Et cette campagne, je pense que ça va nous permettre aussi en tant que parti de renouer avec cette tradition internationaliste qui est vraiment intrinsèquement liée à notre histoire. Donc, comment elle va se développer de façon très concrète? Je vous l'ai dit, il y a un collectif de coordination de la campagne au niveau national. Fabienne Lefebvre, par exemple, en fait partie. Je le dis parce qu'elle est dans la salle également, et donc elle coordonne ce collectif avec moi, avec Jérémy Baki, avec d'autres camarades. Chaque fédération est amenée à nommer un référent, et cette campagne va se dérouler sur 2 volets. La bataille politique, et je le répète, le livre d'André est essentiel pour livrer cette bataille politique. Je vous invite à le lire et à le diffuser parce que ça va être d'une grande aide, y compris en termes d'argumentaire, etc. On travaille évidemment à des argumentaires, mais le livre est vraiment très bien d'un point de vue de formation. Et de solidarité très concrète, je pense que vous avez entendu parler de ces derniers mois des conteneurs de la solidarité lancés par la CGT. On va bosser étroitement. Laurent Brun fait également partie du collectif de coordination du parti sur ces questions-là. Et l'objectif, c'est que chaque fédération ait des objectifs concrets de collecte de fonds, mais également de collecte de matériel, sur des matériels très spécifiques en fonction de ce que demandent les Cubains, et donc du matériel alimentaire sur des produits non périssables, mais également d'un certain nombre de matériel en termes de roues de voiture, par exemple, en termes de vélos, en termes de matériel de transport et en termes de matériel d'ingénierie médicale, notamment. Donc tout ça a été résumé dans une note qui a été envoyée aux fédérations en juillet dernier, donc sur la feuille de route de la campagne. Et on a absolument besoin que les fédérations s'investissent pleinement, déjà pour aboutir concrètement à des choses, mais aussi, c'est pas une campagne qui vient par le haut, on a besoin d'avoir vos retours du terrain sur ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez... ce que vous pensez pouvoir faire en fonction de votre fédération, mais aussi des retours du terrain sur ce que vous disent les gens pour nous préparer au mieux les argumentaires et comment on répond à ça. Et puis, lorsqu'on dit campagne participative, il va y avoir, donc je disais, la campagne politique. Et là aussi, on est en train de développer au niveau de la communication une campagne qui doit être très large, avec une participation. Beaucoup de gens et beaucoup de dessinateurs, notamment les dessinateurs de Charlie Hebdo, avaient beaucoup dessiné sur Cuba, et on va essayer de remettre en place aussi, d'un point de vue graphique, quelque chose de participatif par rapport à ça. Donc là aussi, on a besoin de votre aide. Je tiens à dire que personne dans le collectif d'animation de la campagne n'est permanent du parti, donc tout ce qu'on fait, on le fait comme vous tous, en tant que militants, en plus de notre travail. Donc on a besoin vraiment de l'aide de tout le monde, parce que malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée et que c'est parfois compliqué, avec les ambitions qu'on a, de pouvoir joindre tout. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et y compris à nous faire des remarques et des suggestions, pour qu'on puisse avancer par rapport à cette feuille de route, et qu'on puisse avancer concrètement. Je vous livre quand même un exemple, parce que Laurent Brun n'est pas dans la salle pour l'instant, mais Laurent Brun nous faisait part lors de la collecte des conteneurs, des initiatives qu'il y avait eu dans le Bas-Rhin. On est dans le Bas-Rhin, donc je me permets d'en profiter. Très petite idée de la CGT, comme vous pouvez l'imaginer, mais ils ont fait le tour des opticiens, et ça leur a permis de récolter plusieurs milliers de verres à lunettes, parce que en fait, les gens, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas craintifs ou réticents par rapport à une aide concrète. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie des choses dont les Cubains avaient besoin. Et donc c'est très concret. Donc même quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très facile et rapide. Et ça nous permet en même temps de présenter le Parti communiste peut-être à des gens ou à des secteurs, comme je le disais, d'activité qui sont pas forcément en contact régulier avec nous.